Issu du polissage de l'ère quaternaire, les Alpes, Grenoble, capitale alpine à laquelle on accède par Lyon, Genève, Marseille, Turin. 250 000 citadins font de Grenoble une métropole régionale. Cette exposition, Grenoble Laboratoire Urbain, pose la question du laboratoire urbain grenoblois. Quelles sont les origines de cette notion de laboratoire grenoblois? Là, dans cette partie-ci de l'exposition, c'est la question effectivement de la dimension personnelle qui est exposée. Problème de l'eau, Hubert Dubedou, donc l'eau n'arrive pas à tous les étages dans Grenoble. Ici se fondent les groupes d'action municipaux autour de cette question de l'eau, donc les GAM. Il y avait ici une projection d'Hubert Dubedou et on voyait Hubert Dubedou qui pouvait enfin prendre son bain. Dans cette exposition, on a cherché à resituer la Villeneuve, c'est-à-dire à ne pas faire de la Villeneuve l'unique, disons, pierre angulaire du laboratoire, pierre de construction, mais on la resitue aussi par rapport à la création, à la revitalisation des quartiers anciens. Et quand on voit la générosité, l'envie qui a été créée là, je me dis, bon ben voilà, il y a là une dynamique, cette volonté-là, cette volonté politique, cette volonté humaniste, qu'est-ce qu'elle est belle et qu'est-ce qu'elle nous renvoie, qu'est-ce que nous pourrions faire aujourd'hui avec un tel élan. Ici, on interroge Grenoble, non pas en tant que ville établie, mais en tant que modèle. Et on en a suggéré deux, en fait. Un qui est très couramment cité, c'est le fait que Grenoble soit la Silicon Valley à la française. C'est-à-dire une université qui s'installe dans un territoire très fertile, en plein champ, dans lequel des chercheurs continuent à travailler ardemment et s'inventent donc des nouvelles sociétés de grande échelle. Et une référence plus discrète pour Grenoble, c'est la référence de Bologne. Et là, c'est plutôt une référence d'une municipalité communiste qui va mettre au centre de sa fabrique urbaine la place des citoyens, des comités de quartier, dans la revitalisation notamment de son centre-ville. À la fois, on retrouve cette dimension de dynamisme économique avec la Silicon Valley, et donc cette extension à perte de vue, ce qu'on trouvera sur les quartiers sud, aussi peut-être la presqu'île, les grandes zones aussi commerciales et industrielles. Et de l'autre côté, une ville qui se réinvente, qui donne la place aux citoyens pour se réinventer en fait sur son propre espace. Si aujourd'hui on associe Grenoble à l'écologie, dans les années 60-70, où s'invente cette notion de Grenoble laboratoire urbain, ce n'est pas du tout le cas. Le fondement économique, c'est plutôt l'exploitation de l'environnement. C'est la houille blanche, les pentes. Ce qui est présenté, c'est un contre-pied, évidemment. Ce sont bien des photos d'époque, les stations de ski, les barrages, mais tournées en dérision. Effectivement, Grenoble a connu un âge d'or au niveau de la culture. Il est souvent retranscrit par une histoire, celle de la construction de la maison de la culture. Intéressant aussi de regarder la programmation en fait qu'il y avait dans la maison de la culture. Des expositions, des projections de cinéma, du spectacle vivant et à la fois des éléments de débat, de l'orchestre de quartier, de la symphonie plus rare, de la musique indienne. Ce qu'on retrouve ici avec le slogan « Travaille et tais-toi », c'est la dimension contestataire du mythe grenoblois. Parmi elles, on peut citer une d'entre elles, qui est la contestation autour de Nerpic. Nerpic était une entreprise en fait, qui faisait des turbines hydrauliques. Cette entreprise, Nerpic, a été rachetée. Il va y avoir des contestations très fortes parce que en fait, les droits acquis, le droit salarial, le droit social, ne vont pas pouvoir continuer à résister sous Glaser. Dans cette histoire-là, Nerpic, il y a la critique du mythe de développement urbain, du mythe du laboratoire, du mythe économique, mais en même temps, en retour, il contribue d'une certaine manière au mythe du laboratoire en tant qu'endroit où une synergie se crée entre différents partenariats de la vie économique et sociale. Souvent, quand on parle de laboratoire grenoblois, on nous parle industrie, université et monde politique. Mais en fait, la dimension sociale, elle est clé et elle est forte. On pense au planning familial notamment. En France, depuis 1920,
La loi réprime toute diffusion d'informations concernant l'avortement et toute propagande anticonceptionnelle. Mais la loi ne s'oppose pas à ce que l'éducation sexuelle du couple soit entreprise. Aussi, consultants et consultantes fréquentèrent-ils les centres tant à Paris qu'à Grenoble. Ici, cette partie de l'exposition se concentre essentiellement sur la question du droit des femmes, et en particulier du droit à l'avortement et l'accès à la contraception. En 1956 naît l'association Maternité Heureuse ici à Grenoble, et c'est le début donc de 2 décennies de lutte pour le droit des femmes et pour le droit des familles en général. Le mouvement Choisir, qui a été fondé par Simone de Beauvoir et Gisèle Halimi, milite pour l'avortement tout à fait libre. Il avait déjà manifesté avec le MLF au moment du procès de Bobigny il y a quelques mois. Et c'est Gisèle Halimi qui va défendre le docteur Ferré-Martin. L'affaire de Grenoble, c'est l'affaire de Choisir. Annie Ferré-Martin, je la considère, c'est une amie très chère et elle est pratiquement aussi une des fondatrices du Choisir à Grenoble. Cette lutte pour le droit des femmes et des familles, elle s'incarne notamment avec l'ouverture du premier centre d'orthogénie en 1973 à Grenoble, dans le quartier Championnet, et alors même qu'avec le soutien financier du planning familial, qui est lui-même soutenu par la mairie, à l'époque dirigée par Dubedou. Et donc ce premier centre d'orthogénie, il naît alors même qu'on est 5 ans avant la loi Veil, qui n'apparaît en France qu'en 1979. Hier soir à Grenoble, la manifestation organisée par l'association Choisir, le mouvement pour la liberté de l'avortement et la contraception, est soutenue par le Parti communiste, le Parti socialiste, le PSU et divers mouvements d'extrême gauche, a rassemblé une dizaine de milliers de personnes. Le deuxième temps est un temps plus rétrospectif sur un temps long qui se propose finalement de faire une chronologie de ce laboratoire en l'ancrant dans son territoire et en regardant les modifications de ce paysage grenoblois, ce paysage urbain. Grenoble étant entendu comme métropole. Pour illustrer cette frise, on a donc mis sur une même ligne différents bâtiments qui sont classés par date de construction. On peut zoomer ici sur un objet, par exemple, c'est la gare de Grenoble qui est mise en valeur à cet endroit-là. La gare de Grenoble, elle est inaugurée en 68 pour les Jeux Olympiques. C'est une espèce de modernité nouvelle qui est trouvée à Grenoble, puisqu'on n'a plus l'éternel bruit des vieilles locomotives, ainsi que du passage à niveau qui se ferme, qui s'ouvre et qui marque, qui rythme la vie, à la place duquel aujourd'hui on a donc cette espèce de grand viaduc de béton moderne des années 60. Cette période est sans doute qualifiée autant de mythique, c'est parce qu'elle correspond à la fois à l'arrivée des Jeux Olympiques, pour laquelle la ville se prépare, puisqu'ils ont lieu en 1968, mais c'est aussi le moment des grandes expérimentations, que ce soit dans l'habitat, mais c'est aussi le moment où la presqu'île continue de se construire et que le campus commence à se construire. Donc on a une espèce de condensation durant cette décennie d'un nombre incroyable d'innovations, d'un nombre incroyable de nouveautés qui arrivent sur la ville de Grenoble. Les hommes de ce pays ont tendu leurs fils solides et gagné ainsi le droit d'occuper les bastions qui les entourent. Plénitude. Un soleil bien tempéré taille d'un ciseau allègre des copeaux d'ombre et de lumière. Partout éclate la joie de vivre. Cette promotion du territoire grenoblois comme étant la ville qui avance, la ville qui indique la voie à suivre pour le reste de la France, elle est extrêmement présente et on la retrouve sur toutes les lèvres, une fois de plus, que ce soit celle des journalistes ou que ce soit celle des politiques. On associe souvent Grenoble à ce modèle qu'on appelait le modèle technopolitain, à l'innovation, à la recherche, aux universités. En effet, fin 19e siècle, il y a énormément d'industries qui sont implantées à Grenoble parce qu'on a eu fait la découverte de la houille blanche il y a de cela quelques années et ces entreprises vont mettre à disposition des moyens au travers d'associations comme par exemple l'association des Amis de l'Université pour que de nouveaux laboratoires de recherche se créent afin de pouvoir former leurs propres ingénieurs. Une figure clé de cette symbiose, on peut dire, entre recherche et industrie à Grenoble, c'est Louis Nel qui va faire on dirait aujourd'hui un lobbying terrible pour que Grenoble reçoive des installations universitaires, des installations de recherche. Il va se battre notamment contre le CEA qui est à l'époque encore très pro-centralisation. Et c'est lui qui est en quelque sorte à l'origine de l'aménagement de la presqu'île tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et le troisième temps est un regard d'acteur. Donc ce sont des personnes qui ont connu cette époque et qui s'interrogent aujourd'hui à la fois sur cette époque et sur notre présent. Alors, on a souhaité mettre en valeur en particulier l'itinéraire de Pierre Frappat. Donc on l'a mis un peu en lumière en assemblant les photographies qui avaient été prises lors de l'itinéraire avec la bande son et donc en le projetant dans cet espace. Donc je pense que comprendre ces mécanismes-là permet effectivement d'avoir peut-être moins de naïveté quand on se projette et puis
arriver à faire discours commun de manière plus large pour pouvoir emporter un développement urbain qui soit ouvert, le plus ouvert possible, à la fois au territoire et aux personnes.